L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leur opinion diffère de la vôtre. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de l'apport collectif spécial du temps des fêtes. Épisode où l'ambiance sera un peu plus festive et plus décontractée, sans toutefois négliger le contenu, car comme à l'habitude, il sera au rendez-vous. L'apport collectif est un balado où des experts de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion contractuelle et de la logistique du secteur public ou municipal apporteront à la table de discussion leur narratif, leur argumentaire sur différents enjeux et questions entourant la chaîne d'approvisionnement. Mon nom est Patrick William de l'Université McGill. J'agirai à titre de modérateur pour cet épisode qui s'annonce des plus épiques. Pour cet épisode du temps des fêtes, j'ai le bonheur d'accueillir exceptionnellement 4 de nos panélistes. Vous les connaissez bien, Alain Dubé d'Urgence Santé, Marie-Michel Boudria de la Ville de Québec, Gabriel Artaud de l'UQTR et Maître Antoine Martin de la firme Sarrazin-Plourde. Panélistes, je vous regarde. Quelques-uns, vous avez reçu le mémo, hein? Pour le temps des fêtes. Tout à fait. Look très festif. Et moi, mon style, comment vous le trouvez? Ah, il est merveilleux. C'est super. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, les objectifs de l'apport collectif sont entre autres de valoriser la profession d'approvisionneur et d'offrir une source d'information aux professionnels œuvrant dans la chaîne d'approvisionnement, mais aussi pour tous ceux et celles faisant affaire avec un service d'approvisionnement du secteur public ou municipal. Bon, panélistes, alors que la nouvelle année approche à grands pas, j'aimerais savoir quel serait votre souhait pour l'année à venir dans vos secteurs respectifs ou pour tout secteur confondu. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être les priorités ou les changements nécessaires afin de faire avancer la chaîne d'approvisionnement du secteur public et municipal, mais aussi afin de se débarrasser d'irritants qui nous empêchent de passer au prochain niveau? Qui veut se lancer? Je propose de me lancer à titre de représentante des organismes municipaux. Donc, en fait, pour le domaine municipal, je vais y aller avec un souhait qui vise le domaine municipal pour l'année 2025. C'est lié au projet de loi qui a été déposé par la ministre des Affaires municipales cet automne, donc fraîchement sorti des presses. Je parle ici du projet de loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions, principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif des organismes municipaux. En fait, par rapport à ce projet de loi-là, je souhaite qu'à terme, la loi remplisse d'une part le mandat qu'elle s'est donné, là, puis ici je fais référence à son titre, c'est-à-dire qu'elle elle allège réellement là, le fardeau administratif des municipalités. Et d'autre part, je souhaite aussi que cette réforme du cadre normatif des approvisionnements municipaux vienne élargir le spectre des possibilités là, pour les approvisionneurs municipaux et nous permettre ainsi d'innover là, dans nos stratégies d'approvisionnement. J'ai évidemment là, lu le contenu du projet de loi, puis scruté à la loupe ce que ça contenait. Et somme toute, là, il y a d'excellentes choses qui s'y retrouvent. Ça va être super intéressant de travailler avec ce nouveau cadre normatif-là, qui vient introduire, par exemple, la possibilité de faire des contrats d'infrastructure en mode collaboratif. Je fais référence à un épisode précédent où on en a parlé amplement. Ça permet aussi, enfin, là, pour ceux qui travaillent dans le domaine municipal vont comprendre pourquoi je dis enfin, de conclure des contrats à commande pour des services. En fait, les municipalités avaient uniquement le droit de le faire pour des biens. Alors, les services et même les travaux de construction là, seront désormais permis. Toutefois, j'espère que dans le cadre des travaux de la commission parlementaire, il y aura un certain nombre d'amendements ou
surtout que les règlements d'application qui en découleront permettront d'aller encore plus loin là, dans l'allègement du fardeau administratif et même dans les outils qui s'offriront aux approvisionneurs municipaux. À titre d'exemple, je n'ai pas encore retrouvé la possibilité de tenir compte du coût total d'acquisition pour attribuer les contrats, là, soit au plus bas soumissionnaire conforme ou encore au soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note combinée là, qualité-prix. Il s'agit là d'un outil hyper précieux là, lorsqu'on veut faire des achats responsables et durables. Donc, c'est un exemple, là, mais il y en a d'autres. Ceci dit, je pense qu'avec ce projet de loi-là, on est quand même très bien parti. Puis que mon souhait là, pour 2025 risque d'être réaliste. Donc, voilà. Mais Marie-Michel, avec ce projet de loi-là, vous êtes en mesure d'être plus agile dans vos stratégies, vos processus d'approvisionnement, c'est ça? Exactement, oui. Il y a une panoplie de belles choses, de belles possibilités. Et aussi rend le cadre normatif beaucoup plus digeste là, pour ceux qui se sont déjà aventurés dans la loi sur les cités et villes, l'article 573. Juste d'une perspective numérotation, c'était hyper difficile à s'y retrouver, à s'y référer. Alors, juste d'un point de vue lecture, ce sera beaucoup plus agréable. OK. Gabriel? Je vais plonger après Marie-Michel. Je vais plonger Vas-y après donc, Alain, Marie-Michel. vas-y donc. Puis, dans le domaine de la santé, dans le domaine du gouvernement, les souhaits qu'on a sont plus ou moins on pourrait remplacer municipalité par gouvernement. Donc, c'est sûr et certain que de ce côté-là, il y a un intérêt à simplifier les choses, à rendre les choses plus faciles à travailler, sans nécessairement réduire la reddition de comptes, parce qu'on ne veut pas retourner à la commission Charbonneau, on ne veut pas revivre ces choses-là nécessairement. Mais si on peut, en 2025, trouver une façon d'avoir plus de flexibilité, d'avoir plus d'innovation de la façon qu'on travaille de façon utile, de façon à aller chercher des meilleurs prix. On est là pour sauver l'argent des citoyens. On est là pour bien gérer leur argent de ce côté-là. Puis souvent, la loi nous met des restrictions qui fait qu'on ne peut pas aller chercher nécessairement ce qu'il y a de mieux. Puis, il faut trouver une façon de travailler de façon plus optimiste. Tout ce qui n'a pas une valeur ajoutée dans ce qu'on fait devrait être annulé, arrêté. D'un côté, on dit oui, il y a une nouvelle loi, oui, il y a des assouplements qui arrivent dans la LCOP présentement qui sont très intéressantes. Mais d'un autre côté, puis je vais faire peut-être pas aussi gentil que je devrais être, il y a des choses comme le règlement d'intégrité, le formulaire d'intégrité qu'on doit faire compléter à partir de 0 $ dans tout contrat. Donc, d'un côté, on dit on vous allège, mais on vous complique la vie d'ailleurs. Je pense qu'il faut arrêter un certain point pour regarder que le législateur se pose. On est là pour gérer l'argent des citoyens. On n'est pas là juste pour faire de la reddition de comptes puis de la paperasse. Donc, il faut trouver une façon, justement, en 2025, d'améliorer ce qu'on fait puis de pouvoir voir comment on peut le simplifier puis qu'on peut aller chercher et être innovateur dans la façon qu'on négocie aussi. Ce qu'on ne fait pas nécessairement parce qu'on fait souvent du plus bas prix conforme. Puis il y a d'autres façons de le faire. Comme Marie-Michel disait, le coût total de comment. Tu sais, on peut acheter un produit, puis il coûte plus cher, mais il va durer 10 ans de plus, donc il va venir moins cher. Donc, il faut prendre ces choses-là puis s'ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles façons de travailler. Mais Alain, j'ai déjà entendu, OK, dans le privé, là, le BAFO, le Best and Final Offer, c'est un concept que je n'ai jamais fait, là, mais est-ce que c'est d'amener certaines notions du privé dans le public afin qu'on... L'enchère inversée, je pense que l'enchère inversée a un rôle à jouer aussi dans le public, pas juste dans le privé, quelque part. Il y a des avantages à dire aux gens, voilà mon besoin, propose-moi quelque chose, puis tu vas chercher le meilleur. Tu sais, tu vas chercher. Tu as une négociation, tu as un jeu d'enchères, tu as une façon de travailler. Donc, oui, il y a un lien pour pouvoir l'utiliser. Ça s'utilise déjà dans le public dans certaines provinces. Hein. L'enchère inversée existe au Nouveau-Maritime, au Nouveau-Brunswick. C'est quelque chose qui existe déjà, mais qui n'est pas encore instauré au Québec. Donc, je pense que oui, ça pourrait être une des solutions pour pouvoir gagner une certaine efficacité dans ce qu'on fait. Exact. Puis je pense qu'il y a moyen de le faire en respectant les grands principes, hein, autant de la LCOP que de la LCV là, pour les municipalités. Il y a moyen d'être intègre, transparent, puis de faire le processus finalement en utilisant le SEAO. Là. Donc, je pense qu'effectivement, ça serait intéressant que le cadre normatif s'ouvre vers ce genre de stratégies-là qui peuvent être hyper payantes là, pour les organismes. Mais néanmoins, Notre rôle, c'est vraiment ça.
du seuil d'appel d'offres public, on pourrait le faire. Oui, on pourrait le En faire, faire inverser, effectivement. et malheureusement, on ne le fait pas pour Oui. toutes sortes de raisons. Il faut une plateforme aussi où nos fournisseurs se retrouvent. Là. Il y a comme une organisation à faire peut-être par rapport à ça, mais on pourrait commencer par en bas du seuil d'appel d'offres public. Mais c'est sûr que l'idéal, ce serait de l'avoir là, aussi au-dessus du seuil d'appel d'offres public. Ça, c'est clair. Là. Excuse-moi, Alain, Exact. vas-y. Non, c'est une bonne perspective, un très bon ajout, Gabriel, tu as tout à fait raison. Tu m'as volé les mots de la bouche. J'allais dire quelque chose de Ah, mon similaire à Dieu! toi, Gabriel. Donc, vu que tu m'as Excuse-moi. volé les mots de la bouche, je vais te laisser continuer maintenant. N'hésite pas à m'envoler s'il faut. Non, ben, dans le fond, de mon côté, puis tu sais, tantôt, Alain, tu parlais de la reddition de compte et de la lourdeur. Ben, la bonne nouvelle, c'est que je sens, là, oui, il y a la déclaration d'intégrité qui s'est ajoutée, mais on sent une volonté, là, en tout cas de la dernière année, de certains allègements, entre autres, là, dans les annexes qu'on a à remplir. Là, on voit que les situations où il y a une obligation tend à diminuer. Fait que ça, c'est un bon coup, mais je pense qu'on doit continuer là-dedans. Il y a un élément, moi, qui m'a frappé quand je suis passé du municipal et que je me suis retrouvé du côté de la LCOP. C'est entre autres avec les comités de sélection, cette fameuse obligation d'avoir un membre du comité de sélection qui soit à l'extérieur de l'organisation. Je comprends l'idée en arrière de ça, d'amener quelqu'un d'externe. Bon, il y a quelque chose de bien au niveau de protéger le processus et tout ça, mais ça devient excessivement lourd dans le sens que il faut trouver quelqu'un d'une autre organisation. On sait que toutes les organisations, les ressources sont très prises. Donc, si je prends une ressource d'une organisation pour venir être un membre externe, bien, ça veut dire qu'un jour, il faut que je rende l'appareil également là, par rapport à ça, alors que dans le municipal, il n'y a pas cette obligation-là. Puis je pense que les comités de sélection se passent relativement bien. On forme très bien les secrétaires de comité de sélection, en plus, dans le cadre de la LCOP. Il y a de la formation, il y a une attestation à aller chercher, ce qu'il n'y a pas dans le municipal présentement. Alors, je pense qu'on a donné les outils aux secrétaires du comité de sélection pour s'assurer que le déroulement soit fait de façon de la bonne façon, que ce soit impartial et tout ça. Fait que ça, c'est un exemple que j'avais, parce que je trouve que c'est un frein à l'utilisation d'appels d'offres qualitatifs. Et on parlait de stratégie puis d'avoir le plus de leviers possible. Bien, ça en fait partie. L'autre élément que je vais emmener, c'est un souhait, je vous dirais, que j'entends depuis des années. C'est éventuellement une fusion du cadre normatif entre la LCOP et la loi sur les cités et villes, si ce n'est que pour faciliter la compréhension de la part de non seulement des fournisseurs qui parfois ont de la misère à comprendre les particularités entre la LCV et la LCOP. Puis je vais vous donner un exemple très, très factuel pendant la pandémie. C'était les fameuses soumissions qui peuvent être déposées électroniquement sur les SEAO. Ça faisait 2 ans au moment de la pandémie que dans le cadre de la SEOP, il était possible de le faire. Dans les villes, il n'était pas possible. Les fournisseurs nous disaient, mais pourquoi vous nous demandez le papier? J'ai soumis des soumissions pour la commission scolaire, puis j'ai pu le déposer électroniquement. Puis là, on expliquait, ben oui, mais oui, la technologie existe sur SEAO, mais les villes, on n'avait pas accès à ce moment-là. Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y aurait moyen de fusionner le cadre légal tout en gardant des particularités. Là, on s'entend qu'on est dans deux mondes. Tu parles de fusionner ou tu parles de standardiser? Ben, ça peut être standardisé, mais c'est d'aller chercher les stratégies d'acquisition, les modes d'adjudication qu'il y a dans le municipal, puis de permettre au monde municipal d'avoir accès aux modes d'adjudication qu'il y a dans la LCOP. Par exemple, dans le municipal, on a le système à une et à deux enveloppes pour le qualitatif, qui est un outil qui est super du côté de la LCOP. On a le facteur K, puis le plus bas soumissionnaire selon le meilleur, pas le meilleur pointage, mais selon la note de passage de 70. Il y a des modes qui pourraient s'appliquer d'un côté à de l'autre, puis ça nous donnerait plus de latitude en termes de stratégie d'acquisition, parce que chacune de ces méthodes-là ben, peuvent s'appliquer à certains types de contrats, puis à éliminer une valeur ajoutée. Hein. Je pense que c'est ça qui est important, c'est la valeur ajoutée de l'approvisionneur à l'intérieur de l'organisation. Oui, c'est de s'assurer de respecter le cadre légal, mais c'est d'aller chercher, excusez-moi l'anglicisme, le meilleur deal pour l'organisation. Alors,
Gabriel, Antoine, je ne sais pas comment ça pourrait se matérialiser, ce changement-là. Je ne sais pas comment tu vois ça dans ton œil d'avocat, là. est-ce que ça peut se faire, premièrement? Oui. Lois peuvent être harmonisées, mais il y aurait un travail à faire où les approvisionneurs, justement, pour être aux premières loges, de savoir en effet lequel système fonctionne le mieux ou qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans les deux environnements. Il faut se poser la question. Je suis certain qu'il y a du bon et du pas bon, mais il y a des dédoublements aussi. Parce qu'il y a une évaluation qualité qui peut se faire dans le domaine municipal aussi. Je me souviens d'avoir eu à l'appliquer, mais c'est la formule la plus étrange que j'ai vue dans ma vie, où on additionne 50 un pointage, on le multiplie par 10 000, puis on le divise par le prix soumis. Ça fonctionne peut-être pour des petits appels d'offres, et la fois où j'ai eu à l'appliquer, moi, c'était un contrat de 150 millions de dollars. Quand tu divisais, peu importe ce que tu avais en haut, tu divisais par 150 millions, ça donnait un résultat complètement ridicule. Ça donnait un score de 0,0008732. Puis Imagine, tu comparais un tu présentes ça aux élus, comment faut que tu l'expliques, là? Bien sûr. Ça, c'est une espèce de... Alors que le principe est celui du facteur K, tu vas ajuster en fonction de la qualité. Donc, cette formule-là devrait probablement pas être utilisée dans les deux régimes. Pourquoi ça ne s'harmonise pas? Je ne sais pas. Puis je ne sais pas si ça va venir avec les fameux règlements d'application, les règlements qui vont découler, qui vont devoir être adoptés avec la loi sur les contrats des organismes municipaux. Je reviens Non, à ce dont nous parlait Michel. Oui, à moins qu'il y ait des amendements, là, mais la raison, c'est vrai, je l'ai formule est dans revu. le projet. Attends, Ouais, encore, la je formule sais est pas si dans le je l'ai vu, projet de loi. Je me demandais quand est-ce que je l'avais vu récemment. Je disais, là. C'est ça. Mais tout ça peut être évidemment l'objet d'un amendement là, en commission parlementaire, mais pour l'instant, pas touche. C'est ça aussi. D'ailleurs, c'est le souhait que j'aurais, moi, pour 2025, c'est justement ça, que l'étude en commission parlementaire du projet de loi 79 serve précisément à cet exercice-là et que les représentations soient faites là. Moi, ce qui me réjouit, vous m'avez entendu dans l'épisode 4 sur les modes de réalisation, puis les modes de réalisation collaboratifs qui s'en venaient. Je me souviens plus exactement si à ce moment-là, déjà, le projet de loi 62 avait été adopté avec son régime du contrat de partenariat, qui a été intégré comme tel dans le projet de loi 79, dans la loi sur les contrats des organismes municipaux. C'est exactement le même régime avec les mêmes critères et tout, c'est copié-collé. Ce qui, tout le monde s'est attardé beaucoup à dire une approche collaborative, tout le monde pense à des contrats de réalisation de projets intégrés ou des contrats en alliance, c'est fantastique. Mais cette définition du contrat de partenariat couvre beaucoup plus. Elle couvre les conceptions-constructions, ce qui était très difficile à faire jadis, même dans le monde municipal, conception sur financement, des PPP, à la limite, on n'y pense pas, on en parle moins, mais au moins toute cette panoplie de modes de réalisation-là est maintenant aisément accessible au monde municipal. Puis le régime entre les deux lois maintenant devrait être le même, ce qui va vous donner quand même beaucoup, beaucoup de possibilités, à tout le moins dans les travaux d'infrastructure entre les deux. Puis ça, pour moi, c'est une des très belles évolutions. Puis j'ai hâte de voir comment le fameux règlement d'application, celui-là, là, on sait qu'il y a un règlement qui doit venir. Est-ce que le règlement piloté par le Trésor, là, mais adopté par le gouvernement, et celui du ministre des Affaires municipales sera le même? C'est à On se le souhaiter. souhaite, là. On va espérer que le règlement ne gâche pas les améliorations qui s'en viennent. Évidemment, c'est ça. qu'on a, évidemment. Ouais. Mais à la base, ça devrait aller. Et quoi qu'il y a encore il y a trop d'interventions ministérielles, à mon sens, là-dedans, mais bon, c'est déjà des grandes avancées. Puis on sait qu'il y a une volonté de ce côté-là, puis avec un peu de chance, les évolutions seront intéressantes. Mais tantôt, Alain, tu faisais la différence entre harmoniser et fusionner, puis ton point est excellent parce que, puis je veux qu'on se comprenne bien, mon intention, c'est pas de dire tout devrait être sous le secrétariat du Conseil du Trésor. Le Conseil du Trésor a mis en place une structure propre aux organismes publics au niveau de la formation, puis c'est super, mais dans le monde municipal aussi, il y a une structure qui est faite, il y a quand même de plus en plus d'outils qui sont mis en place. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est des approvisionneurs municipaux qui bâtissent ces outils-là avec le ministère, avec le pôle d'excellence ou le pôle d'expertise. Là, j'oublie le terme, mais tu sais, il y a cette structure-là, puis il y a quand même la volonté pour les municipalités, volonté assez ferme de dire, on va avoir une certaine autonomie par rapport au gouvernement du Québec. Fait que je pense que c'est beaucoup plus l'harmonisation des différentes stratégies, par exemple, je vais donner un autre exemple là, très terre à terre, c'est l'évaluation de rendement où, dans le municipal, on dit si tu fais une évaluation de rendement,
ben, il faut qu'il y ait les critères dans ton appel d'offres. Lorsqu'on arrive dans la LCOP, puis je le sais parce que je me suis obstiné avec une employée chez moi parce que je disais, ben non, il faut qu'il soit dedans. Puis elle me disait, non, Gabriel, puis effectivement, après validation, ben non, il n'y a pas besoin d'être dans le document d'appel d'offres, alors que je veux dire, tout le cadre de l'évaluation de rendement est pareil de part et d'autre, sauf cet élément-là qui, je me dis, bon, Colin, comment ça se fait qu'on n'a pas été jusqu'au bout dans la similitude, surtout qu'un a été inspiré de l'autre. Là. Je ne me souviens plus chronologiquement si c'est le municipal qui a inspiré le LCOP ou vice-versa. Mais néanmoins, là, on n'a même pas harmonisé un mécanisme qui est somme toute quand même assez simple. Là. Mais même, Gabriel, tu sais, je reviens sur ton argument précédent. Moi, je souhaiterais en fait que les deux, à la fois les organismes publics et les organismes municipaux, bénéficient des mêmes cursus de formation. Tu sais. On dédouble, hein, dans le fond, l'effort à élaborer des outils, des programmes de formation pour les approvisionneurs. Mais dans le fond, avec une harmonisation du cadre normatif des deux côtés, ben, tout le monde pourrait bénéficier des formations développées par un et par l'autre. Puis oui, c'est correct qu'il y ait deux groupes qui travaillent là-dessus, mais dédoublons-nous pas, tu sais, multiplions nos efforts plutôt que nous dédoubler. Ce que le Conseil du Trésor offre Ouais. aux approvisionneurs publics, c'est super intéressant et je suis convaincue que les approvisionneurs municipaux pourraient en bénéficier. La standardisation devient intéressante parce que justement, en ayant deux lois qui se rapprochent énormément une de l'autre, la même formation peut majoritairement se faire aux Ouais. deux groupes, contrairement à inventer deux formations totalement différentes en fonction. Ceci étant dit, je suis d'accord avec vous, mais il y a des enjeux outre que l'uniformisation de la formation qui rend difficilement possible cet élément-là. Il faut savoir que dans le municipal, il y a toute une structure avec des organismes qui offrent de la formation aux employés municipaux. Fait qu'il y a quand même un enjeu à cet effet-là qui est peut-être plus haut que la formation pure et simple. Là. On en parlera Peut-être peut-être plus tard. On est dans des peut-être plus chasses tard, gardées. Gabriel. Oui, tout à fait. Ouais. Puis bon, il y a des organismes dont c'est une Ouais. partie du financement, puis c'est des organismes qui offrent de très bons services aussi de façon globale là, à des employés municipaux. Fait que c'est là, à un moment donné, qu'il y a peut-être une faisabilité qui est très à repenser, mais sur le concept de dire, ayons une seule formation, je suis tout à fait d'accord, mais Oui, mais il y a même des ce enjeux. ce que ces organismes municipaux-là offrent comme programme de formation va probablement beaucoup plus loin que ce que le Conseil du Trésor offre déjà. Ça peut être une offre Alors, complémentaire. alors tu sais, comme je dis, en fait, l'idée, c'est pas d'édicter une seule personne, mais faisons bénéficier les uns et les autres et peut-être même qu'il y aurait plus de revenus pour ces organismes-là parce qu'effectivement, ils ont des formations tout à fait pertinentes. Puis on Ben parle là, de j'embarque. Si formation. c'est complémentaire, j'embarque. On parle de formation, mais aussi, imaginez le concept aussi de synergie entre une municipalité et un organisme public. Si on va lancer un appel d'offres commun ensemble, transfert d'employés. Tu sais, quelqu'un qui travaille dans le municipal, mais s'il veut postuler pour un CIUS, bon, ben, il connaît les lois déjà. Le transfert peut très bien se faire. Donc, il y a beaucoup d'avantages à avoir une loi. Oui, absolument. Ouais, puis on l'observe hein, quand on recrute des employés qui arrivent du régime LCOP, ben, des fois, ils font des petits écueils parce que ils remettent même pas ça en question. C'était tellement ancré dans eux que tel un mécanisme antérieur là, qui embarque. Là. Ça, exactement. Donc, ça l'éviterait évidemment de tomber dans des pièges inutiles, tu sais, qui sont dans le fond des bons réflexes, mais malheureusement, le code normatif ne le permet pas des fois. Puis l'autre élément, puis je ne veux pas embarquer dans les plates-bandes d'Antoine parce que là, je vais parler de t'en fais pas. de cadre légal, mais pour avoir travaillé sur les deux quand même assez récemment, j'aime beaucoup la LCOP parce que je le vois un peu comme un livre de recettes. C'est-à-dire que la loi, avec ses règlements, on y retrouve beaucoup d'éléments, puis il n'y a pas beaucoup de zones grises dans l'application comparativement à la loi Cité-Évite. Là, j'espère que la nouvelle loi qui va être créée va emmener un petit peu plus de précision, mais il y a beaucoup de non-dits, je trouve, dans la loi sur les cités et villes qui fait que, des fois, on n'est pas certain, on va aller consulter davantage nos services juridiques parce que on se base beaucoup soit sur la jurisprudence, mais également sur du non-dit. Je me souviens avoir reçu des avis juridiques où je dis, ouais, mais c'est pas écrit, oui, mais l'interprétation, c'est telle affaire.
moi, Gabriel Arthaud, comme approvisionneur, je ne suis pas très bien qualifié pour faire ces interprétations-là. Tandis que dans les COP, ben, je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est beaucoup plus clair. Comme je dis, là, souvent, sur un livre de recettes, il arrive telle situation, ben, voici le modus operandi là, pour gérer cette situation-là. Là. Mais tu as un problème avec ce que tu dis, tu dis que la SOP est un petit peu plus rigide en tant que telle que la loi sur municipalité et ville. Mais l'avoir des zones grises, ça te donne aussi une flexibilité d'innover, de changer de façon de travailler, de pouvoir ça. Quand tu es vraiment régi par un cadre très précis, ben tu es pogné à l'intérieur de ton cadre. Donc là, tu ne peux plus rien faire à l'extérieur de ce cadre-là. En Ben, tout ayant des dépend zones de la, grises, tu peux avoir un avantage d'avoir des zones grises. ouais, tout dépendant de la volonté de gestion du risque de l'organisation dans laquelle on travaille. C'est sûr. On est plus dépendant de ça. Cette belle discussion, je vais jeter un petit papier dans la mer, dire que ça serait le Vas-y. fun, en effet, d'uniformiser, mais l'enjeu, il y a quand même un enjeu juridique important, justement, que si on prend des bonnes pratiques dans l'une et l'autre des lois, comme la source de la réglementation n'est pas la même, surtout pour les organismes qui sont régis par la LCOP et ceux régis par la loi sur l'électricité civile ou disons, le cadre normatif municipal, où c'est le ministre des Affaires municipales qui adopte les règlements dans ce cas-là, qui vient donc préciser des bouts de loi, alors que c'est le Trésor qui pilote la prise des règlements par le gouvernement pour ce qui est de la LCOP. Nécessairement qu'on peut être en parallèle, mais invariablement, ça va diverger à un moment ou à un autre. Puis tout à coup, des problèmes qui vont se présenter souvent dans les hôpitaux ou des commissions scolaires, auxquels ne sont pas confrontées les municipalités, vont requérir une adaptation particulière puis une modification réglementaire sur les contrats d'approvisionnement de biens. Mais bon, on n'a pas besoin de refléter ce principe-là dans les mêmes règlements d'application des contrats d'approvisionnement pour les municipalités. Donc, ça va cheminer en parallèle. Ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est tenter de remonter la chaîne, de dire, OK, quels sont à la base, les façons de faire ou les mécanismes qui fonctionnent bien puis qu'on devrait harmoniser? Où est-ce qu'on diverge pour l'instant? Puis est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on diverge? Puis s'il n'y en a pas, harmonisons. Au moins, faisons cet exercice-là maintenant. C'est l'occasion du PL 79 est magnifique de faire cet exercice-là, d'arriver avec quelque chose qui est bien harmonisé. Avec les années, on divergera peut-être un peu, mais si périodiquement on refait cette harmonisation-là, puis qu'on se pose des questions sur qu'est-ce qui serait le plus efficace? Parce que vous avez raison, la LCOP pourrait certainement bénéficier que des trucs qui sont développés dans le municipal soient importés, soient plaqués là-dedans, et inversement, qu'on arrive avec un bon cadre, aussi uniforme que possible, qui aura toujours ces divergences compte tenu de la nature des organismes qui sont régis. Parce que je pense que ce serait la meilleure façon de traiter ces enjeux-là. Le but, c'est d'optimiser notre travail, hein, c'est d'optimiser la façon qu'on travaille, puis puis d'aller chercher les valeurs, le plus de valeur ajoutée possible dans ce qu'on fait. Donc, je pense que ce que tu viens de dire, Antoine, est très intéressant parce que quelque part, tu prends le meilleur des deux, puis tu essaies de faire quelque chose qui nous avantage les deux groupes en tant que tels. Oui. Eh bien, ceci conclut la première partie de l'épisode. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement à notre chaîne. Aussi, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions de questions pour nos futurs épisodes à l'adresse nationsupplychain@gmail.com. Panélistes, un des objectifs de l'apport collectif est de valoriser le métier d'approvisionneur. Alors, autre question du temps des fêtes pour vous. Quelles actions devraient être entreprises pour rehausser la valeur de la profession? Ben, je vais me lancer, Patrick. Si on veut rehausser, il y a un côté professionnaliste qu'il faut s'assurer justement que les gens soient tous au même niveau, les approvisionneurs soient tous au même niveau. Donc, il faut faire de la formation. Il y a un lac de formation, il y a un manquement de formation présentement pour standardiser les qualifications des gens qui sont là. C'est très, très difficile d'avoir des gens avec un niveau égal de formation. Donc, je pense que quelque part, ça prend une certaine formation de base, ça prend une formation. Il y a déjà des formations qui sont avec le Conseil du Trésor. Au municipal, c'est différent aussi. Mais on doit amener les gens du côté de la formation. Puis, on doit pouvoir travailler ensemble. On doit pouvoir... Tu sais, il
il y a aussi des organisations qui doivent nous donner, on parle de valorisation, là, ben, il faut que quelque part qu'on s'assied aux tables de direction. Je sais que on t'a parlé que souvent dans le passé, dans d'autres rencontres, un jour, il y aura un PDG qui sera quelqu'un de la logistique des approvisionnements. Donc, oui, mais il faut pouvoir que ça soit à la table. Il faut qu'on puisse s'asseoir aux tables, justement, avec les autres directeurs, avec les autres gens, puis qu'on prenne nos idées. Puis pour ça, ben, justement, il faut se structurer, puis que nos employés soient compétents dans ce qu'ils font. Parce que si tu n'as pas ça, tu vas avoir ce problème-là. Donc, la formation, c'est une bonne place pour débuter la valorisation. Si tu n'as pas ça, tu vas avoir des problèmes de ce côté-là, c'est sûr et certain. Oui, Alain, je suis tout à fait d'accord avec toi. La formation, c'est tellement important. Puis, ce que j'observe aussi, c'est que pour les débutants, tu sais, les formations de base là, à Pro 101, il y a quand même un certain offre sur le marché, là, notamment le Conseil du Trésor offre de la formation. Dans les organismes aussi, il y a du mentorat qui se fait. Mais je pense que pour les gens un peu plus seniors, intermédiaires à seniors, c'est peut-être là où il y a un manque total de formation, à mon sens. C'est-à-dire à minute que, tu sais, la Pro 101, ça va, c'est du connu, c'est de la maîtrise. Il n'y a pas d'offre de formation pour des stratégies innovantes, des stratégies avancées, de la complexité. On en retrouve très peu. Donc, les gens, tu sais, doivent un peu se dépatouiller par essai-erreur. Puis, il n'y a peut-être pas une communauté non plus de pratique bien présente qui permet justement d'échanger, tu sais, de savoir que dans tel organisme, ils ont fait telle stratégie super innovante. Ça serait le fun d'en savoir plus, puis de savoir comment ça s'est passé. Ils ont-tu, s'il y avait des choses à refaire, est-ce qu'ils le referaient de la même manière? Tout ça, tu sais, pour aller enrichir un peu notre bagage de connaissances. Fait que je suis tout à fait d'accord, la formation, oui, pour les débutants, mais aussi pour les gens qui sont là depuis un certain temps, là, niveau intermédiaire avancé. Et c'est là que je trouve qu'il y a le plus grand manque, à mon Tu avis. vois que ce qu'on disait tantôt qu'on doit innover, je pense qu'il faut arriver à un certain point. Ça, tu formes les gens avec les seniors, tu vas les amener en dehors de leur boîte habituelle, de leur façon de travailler habituelle. Puis ils vont pouvoir justement, c'est des gens qui ont énormément d'expérience, mais tu dois leur ouvrir Les yeux. les possibilités, leur ouvrir les yeux, leur ouvrir les possibilités, puis qu'ils voient comment que ça peut se faire de ce bord-là. C'est sûr, sûr et certain. Exact. Sinon, pour valoriser la profession d'approvisionneur, je pense que puis, tu sais, loin de là, l'idée là, d'ajouter de la reddition de compte, là, mais je pense qu'on se vend peut-être pas assez bien comme approvisionneur. Tu sais. Est-ce qu'on mériterait de, je sais pas, publiciser certains indicateurs de performance, comme par exemple les économies qu'on génère, les stratégies d'approvisionnement responsables qui permettent soit d'encourager les entreprises éco-responsables ou les réductions de gaz à effet de serre qu'on fait par le biais de nos stratégies d'approvisionnement. Bref, tu sais, un certain nombre d'indicateurs qu'on pourrait diffuser, publiciser, qui permettraient de dire, hey, il se passe de belles choses dans le domaine de l'approvisionnement. Il y a des grandes réalisations qui se font. Puis ça, ben, ça permettrait de rehausser justement la valeur là, des approvisionnements. Ben, tu as raison, Marie-Michel, parce que la valeur des approvisionneurs est beaucoup attachée à est-ce que tu permets de respecter le cadre légal alors que ça peut être beaucoup plus que ça, puis tu donnes des indicateurs intéressants, bon, les économies, l'approvisionnement responsable et tout ça. Fait qu'effectivement, mais pour être performant là-dedans, ben justement, il faut qu'on ait une offre de formation qui soit aidante pour. Tu sais, la base, là, je le vois beaucoup, c'est tu comprends ton cadre légal, tu sais dans quoi tu dois jouer et tout ça. Bon, ben, ça, c'est le 101 de l'approvisionneur public. Mais là, si on va aller chercher les économies, là, on tombe plus dans les stratégies d'acquisition. Combien de temps que je fais mon contrat? Ça vaut-il la peine de le faire 3 ans, 5 ans ou je suis mieux dans du court terme? Je veux intégrer le coût total d'acquisition. Bon, ben comment je dois monter mon appel d'offres là-dessus? Dans quel marché je me retrouve? Tu sais, souvent, on va dire on ne peut pas négocier dans le secteur public. C'est sûr qu'on ne peut pas négocier comme dans le privé, on est assis one-on-one avec le fournisseur puis tout ça, mais bâtir un appel d'offres, c'est en quelque sorte une négociation parce que on doit analyser c'est quoi mon marché, comment je me positionne. S'il y a beaucoup de joueurs dans le marché, ben, j'ai une position forte dans ce marché-là. Je peux avoir plus d'exigences dans mon appel d'offres. Si je suis dans un marché plus restreint, ben là, à ce moment-là, souvent, c'est peut-être les fournisseurs qui ont une meilleure position. Fait que c'est de développer ces connaissances-là. Et on parle de formation et tout ça, mais l'année dernière, j'ai assisté à une présentation de gens de l'Institut canadien d'approvisionnement et de gestion du matériel.
Et c'était une espèce de programme de mentorat pour accompagner non seulement les employés en approvisionnement, mais également les gestionnaires par des gens qui sont soit plus vers la fin de la carrière ou qui sont retraités, mais qui ont une grande expérience en approvisionnement, puis qui veulent le partager à des approvisionneurs qui sont sur le marché du travail. Puis c'est pas nécessairement de la formation, mais c'est plus un peu comme du coaching, ce que c'est, ou du mentorat. Tu sais, c'est un peu challenger, agir comme en quelque sorte un facilitateur pour t'emmener à aller prendre ta décision ou te remettre en question. Dis-moi, mais as-tu pensé à telle chose? Va plus loin là-dessus et tout ça. Partager des expériences de ce qu'ils ont vécu. Je pense que peut-être ça pourrait être une prochaine étape, entre autres, du secrétariat du Conseil du Trésor, d'offrir ça. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis à la retraite, qui partent à la retraite. Il y a beaucoup de cerveaux, des gens qui ont énormément d'expérience, qui ont vu neiger, qui pourraient aider, oui, des approvisionneurs avec beaucoup d'expérience, mais également des plus jeunes, puis dire, bon, ben, OK, tu as tel dossier, oui, moi j'ai vécu ça. Voici telle affaire, voici ce qui risque d'arriver. Fait que je pense que ça peut être une avenue aussi Je pense intéressante. que partager l'expérience, comme tu dis, partager l'expérience des autres sur le terrain, de pouvoir, j'ai déjà, t'as un mot magique dans ta phrase, j'ai déjà vécu ça. Ouais. Là, ce que j'ai vécu, là, comment je l'ai traité, là, ce que j'ai eu comme problème, au lieu de réinventer la roue tout le temps, c'est là qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de crédibilité parce que trop souvent, on réinvente la roue et on fait les mêmes erreurs qu'on faisait dans le passé ou les Ouais. mêmes erreurs qui s'est faites ailleurs. En ayant une communauté, comme disait un peu Marie-Michel tantôt, pour pouvoir partager l'information, ben, on évite justement de recommencer à zéro tout le temps. Oui, puis ce que j'aime de l'idée, Gabriel, c'est que le mentor, il vient pas de ton organisation. C'est super intéressant. Tu sais, au sein d'une même organisation, on a plus tendance à répéter les mêmes stratégies, les mêmes idées. Or, si on a quelqu'un qui vient d'ailleurs, ben, lui, peut-être qu'il répétait les mêmes stratégies, les mêmes idées dans son organisation, mais qui ne sont pas les mêmes que notre organisation. Fait que j'aime beaucoup cette idée-là de mélanger les gens de différentes organisations. Je pense que ça l'aide encore à ouvrir le spectre, là. Oui, puis on est dans un domaine où, tu sais, je dis tout le temps, l'approvisionnement, c'est pas toujours noir ou blanc. Même souvent, c'est pas noir ou blanc, c'est très gris. Fait que, je veux dire, une stratégie d'acquisition, je peux m'asseoir avec Alain puis Marie-Michel, puis on peut ressortir les trois avec trois stratégies différentes parce qu'il n'y a pas nécessairement un livre de recettes. On va se challenger, on va emmener nos idées et tout ça, mais je dis tout le temps à mes professionnels, tu sais, moi, la stratégie, c'est toi qui vas la déterminer parce que tu as été chercher de l'information sur ton dossier. Et moi, ce que je te demande, c'est aie un argumentaire solide en lien avec la stratégie que tu mets en place. Puis on va s'assurer aussi que tu as fait le plus possible un 360 pour avoir toutes les informations nécessaires pour prendre la décision. Alors, le mentorat, le partage entre les gens, c'est beaucoup aussi, ben, c'est ça, se challenger, voir est-ce que tu as pensé à telle chose et tout ça, mais au final, une stratégie d'acquisition, ben, on n'aura pas nécessairement la même si on a les mêmes données. Mais si Alain dit, moi, j'ai vécu ça, j'ai eu une recette gagnante en faisant telle chose, ben il y a des bonnes chances que je dise, ben Alain, si tu permets, je vais utiliser ta recette, puis je vais Il y a un droit l'essayer. d'auteur. Tu as eu du succès. On te fera une cote de ces économies qu'on fera, mais ce partage-là, et malheureusement, autant dans mes expériences dans le municipal, ben, au niveau universitaire, on est un groupe plus restreint. C'est peut-être plus facile, mais au niveau municipal, je veux dire, c'était beaucoup des regroupements informels auxquels j'ai participé. Tu sais, il n'y a jamais eu de regroupement tu sais, vraiment formel qui a été fait. Il y a eu des tentatives, mais malheureusement, ça a pas nécessairement, ça a échoué un petit peu. Donc, ça fait que, ben justement, moi, j'arrive, je suis sur une table où des gens se rencontrent, puis tout ça, ben, j'ai un accès facile à des gens. Mais si je suis un nouvel approvisionneur qui arrive, par exemple, du secteur privé, qui est placé responsable de l'approvisionnement d'une municipalité, ben, il n'y a pas accès à ce groupe-là, à moins que par un hasard ou en participant à une formation ou à la journée des approvisionneurs municipaux, ben là, il parle avec un approvisionneur et dit hey, viens-t'en, je t'amène dans le groupe, là, mais ça se fait de façon très informelle. Vous allez me dire que le réseautage sert à ça, mais néanmoins, il devrait y avoir quelque chose de plus formel là, pour ça, pour faciliter justement ces échanges-là entre les approvisionneurs, peu importe le domaine. Absolument. Gabriel, panéliste, je vous entends là. Formation, mentorat. Ça me tente de vous parler d'ordre professionnel.
Un ordre professionnel, ça peut valoriser la profession d'un approvisionneur. Un ordre professionnel offre de la formation et aussi, tu dois faire de la formation continue aussi quand tu fais partie de l'ordre. Aussi, il y a un code de déontologie à respecter. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'il y a un potentiel d'avoir un ordre des conseillers en approvisionnement agréé? Je vais passer juste un petit commentaire rapide avant Alain? Je vois qu'Antoine est sur le bout de sa chaise, puis Pourquoi? il veut se lâcher. Il veut se lâcher là. L'idée de l'ordre professionnel est intéressante, mais quelque part, il faut regarder aussi ce qu'on a pour. Tu sais, un ordre professionnel des comptables. Tu as quand même une base de formation. On est très, très, très hybride dans ce qu'on a comme des gens qui ont de l'expérience, pas d'expérience dans le domaine. Puis, avant d'amener l'ordre professionnel, ben, est-ce que tous ces gens-là vont être prêts à devenir approvisionneur agréé? Tu sais, tu arrives un certain temps, tu fais quoi si tu n'es pas approvisionneur? Tu n'as plus le droit de signer, tu n'as pas le droit de ça. Donc, je vais laisser Non, mais Antoine c'est pas, passer avec ça parce que quelque pas part, réservé aussi. Là. Il peut y on avoir, des bonnes choses. du monde qui font partie de l'ordre puis des acheteurs qui ne font pas partie de l'ordre. Oui, c'est ça. C'est là que ça devient compliqué, parce qu'un ordre professionnel, c'est régi, c'est un concept légal. On a le Code des professions qui vient encadrer tout ça, et qui prévoit qu'un ordre professionnel peut être constitué soit par une loi directement pour des professions à usage exclusif ou des actes qui sont réservés exclusivement aux membres de la profession. Puis sinon, il y a moyen de constituer un ordre où tu as un titre, tu as certaines activités que tu peux faire et parmi lesquelles il y a certains actes réservés. Mais généralement, il pourrait ne pas y en avoir, mais conceptuellement, ça prend vraiment des actes particuliers et il y a des critères qui sont spécifiés à l'article 25. On est un peu têteux, on ne peut pas faire autrement. L'article 25 du Code des professions qui vient encadrer en gros les critères sur lesquels va s'appuyer le gouvernement pour décider si un ordre professionnel peut être créé. Et ces critères-là sont assez stricts. Là. Il y en a 5. Je ne sais pas si je veux les lire. Je ne sais pas si tu peux les partager à l'écran éventuellement, Oui. Patrick. Oui, je vais le partager. Si je peux vous les lire Mhm. sur l'article 25 donc, du Code des professions. Mais essentiellement, pour déterminer si un ordre doit être créé, il y a 5 critères, on va dire, dont il faut notamment tenir compte. Il faut tenir compte notamment de l'ensemble des facteurs suivants. C'est d'une part, évidemment, les connaissances qui sont requises des personnes qui veulent être régies par l'ordre. Donc, ici, est-ce qu'il y a vraiment un cursus particulier et très approfondi en matière d'approvisionnement? Bon, peut-être qu'on pourrait le soutenir, mais a priori, pas vraiment. Il y a pas, on déplore le fait qu'il n'y ait pas de formation qui existe. On est bien loin de. Mais il y a une formation qui n'existe pas. Tu vas avoir une formation universitaire maintenant en logistique, en gestion des approvisionnements. Ça existe. Mais il y a une différence à partir de là, puis de dire qu'on n'est prêt pour un ordre professionnel. Oui, Donc, puis c'est que ça imposerait qu'il faudrait que toute personne qui veut devenir approvisionneur ait cette formation, puis ait passé donc la formation universitaire en approvisionnement et logistique. exact. Puis on ne se le cachera pas, les gens viennent vraiment de tout horizon, là. Moi, j'ai côtoyé des gens qui avaient un bagage en juridique, d'autres gens qui avaient plus un bagage en ingénierie, d'autres gens qui avaient un bagage administratif. Puis je pense que la multiplicité de ces bagages-là dans une équipe d'approvisionneurs, ça fait sa richesse. Fait que, en tout cas, sur ce plan-là, là, puis je te couperai pas longtemps, mais mettons que ça l'enlèverait un peu de valeur ajoutée à la multiplicité des horizons, puis ça vient avec des bagages d'expertise différents qu'on met en commun quand on travaille un dossier, puis qui est riche en expérience. Puis je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai commencé en approvisionnement, j'avais un bac en sciences politiques. Je serais disqualifiée d'office. C'est ça. Mais donc, est-ce qu'il faut vraiment. Est-ce que les connaissances sont telles ou si complexes que ça exige vraiment une formation poussée? Il n'y a pas nécessairement de la formation universitaire, mais ça pourrait être autre chose. Mais ça prendrait donc, il faudrait qu'il y ait un diplôme à passer là. Ensuite, on doit tenir compte du degré d'autonomie dont jouissent les personnes qui seraient membres de l'ordre et la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation ou une qualification de même nature. Donc, on voit qu'on pousse la complexité ici, de dire pour être capable d'être un bon approvisionneur, il faut absolument avoir Ça, cette c'est formation-là. intéressant. La façon dont on dit la formation universitaire, même dans des circonstances, ça me semble un peu
C'est intéressant. Dans les municipalités, les petites municipalités, il faut savoir que c'est souvent les gens, mettons pour des contrats de construction, là, c'est souvent les gens des travaux publics ou qui font les appels d'offres. Puis, fait que déjà là, ça nous donne un petit peu un indice que est-ce que vraiment il y a cette spécialité-là qui est nécessaire pour mener à bien. C'est sûr que c'est pas les meilleurs approvisionneurs non plus. On pourrait renverser comme l'argument de dire est-ce que ce sont les meilleurs appels d'offres qui soient Non plus. les plus précis, les plus originaux, je ne suis pas certain. L'argument est double dans les circonstances. Ouais. Mais Mettons, là, il y a beaucoup d'ententes intermunicipales, mais ça, je suis toujours surpris qu'il n'y a pas d'entente de dire hey, on est plusieurs municipalités ou par la MRC, on va s'embaucher un approvisionneur puis il va faire nos appels d'offres. Je peux comprendre qu'une municipalité qui fait 2 ou 3 appels d'offres par année, c'est sûr que d'embaucher une ressource en approvisionnement, c'est une dépense qui est un peu superflue. Mais s'il y a une ressource qui est partagée à l'intérieur d'une MRC ou des fois dans des MRC, je vais prendre l'exemple de la MRC de Drummond, tu as Drummondville qui est la grosse ville et tu as les municipalités autour. Est-ce que Drummondville pourrait offrir ce service-là aux autres municipalités, ben, c'est quelque chose qui serait intéressant, ou à tout le moins que ce soit la MRC pour que ce soit neutre et tout ça, qu'il y ait une ressource qui soit disponible pour les ça autres. vous éloigne de l'ordre professionnel, cela. Oui, je le sais, je m'excuse, Antoine. C'est juste, Marie-Michel m'a emmené sur quelque chose. Ben, vas-y, Antoine. de ton côté, quand tu parles de tout ça, là, c'est parce que tantôt, dans l'ordre professionnel, on parlait d'actes dédiés aussi. Est-ce que ça veut dire qu'un avocat qui signerait un contrat devrait avoir l'ordre professionnel des approvisionneurs? Parce que l'approvisionneur serait la seule personne qui peut signer un contrat en tant que tel. Il y a trop de personnes dans tes avocats, tu as un notaire, Ouais. donc tu es capable de dire je vais avoir un acte dédié aux approvisionneurs? Signer l'appel d'offres? Pas simple, en effet. Ça peut toujours se moduler et se limiter, mais c'est assez difficile. Le critère suivant, là, on a parlé des connaissances requises, du degré d'autonomie et de la formation qui serait nécessaire. Donc, à quel point c'est difficile pour les gens de porter un jugement sur des activités qu'on veut leur réserver. Ensuite, on revient avec le troisième critère, c'est le caractère personnel des rapports entre ces personnes, donc qui formeraient l'ordre, et les gens recourant à leur service, en raison de la confiance particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner par le fait notamment qu'elles leur dispensent des soins ou qu'elles administrent leurs biens. Donc, Ouais, on voit là, que ça nos va être une relation requérants, très personnelle. nos requérants diraient plutôt on est obligé de. Certainement. On ne veut pas les Mais avoir, dans eux autres. On les veut se villes, débarrasser. c'est des organismes desquels vous êtes les employés déjà. Donc, d'office, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Ouais. le modèle n'est pas tellement qu'il y a des cabinets d'approvisionnaires chez qui on appelle, puis là, on rend les services d'approvisionnement à des personnes tierces qui rendent ça, puis qui conseillent. C'est pas ça. Malheureusement, pour vous, quand il y a des problèmes plus pointus, qu'est-ce que vous faites? Vous nous appelez nous, mais ça va comme c'est nous qui nous prononçons. Mais s'il y en a parce que c'est très juridique. Donc, c'est assez difficile de réconcilier cette Ouais. exigence de l'appel d'offres, de l'appel d'offres, pardon, pas trop d'approvisionnement, un ordre professionnel avec la façon dont sont structurées les activités. Il me semble y avoir un empêchement important là-dedans. Ouais, à présent, c'est probablement le plus gros morceau qui échappe. Ouais. Tout à fait. En fait, le quatrième est aussi difficile. Il faut tenir compte de la gravité du préjudice qui pourrait être subi par les gens recourant au service de ces personnes par suite du fait que leurs compétences ou leur intégrité ne seraient pas contrôlées par l'ordre. Ça fait assez longtemps que les approvisionneurs ne sont pas constitués en ordre pour dire que ce serait donc c'est imminent que si on n'a pas des approvisionneurs officiels ou membres d'un ordre professionnel, tout le système d'approvisionnement va s'effondrer, puis toute l'économie d'État va s'effondrer, puis on va sombrer dans l'anarchie et dans la corruption. Mais il y a assurément des préjudices que les fournisseurs peuvent subir là, si il y a de l'incompétence du côté des approvisionneurs, tu sais, des pertes de profit importantes, là, parce qu'il y a quand même des contrats, des fois de plusieurs centaines de millions là, qui se transigent comme ça par la voie des approvisionneurs. là. Des coûts pour l'organisme public aussi, là. Aussi, exact. On Ouais, va pas oublier ça. ouais. Oui, en effet. Mais ça, un approvisionneur qui fait une grosse boulette, là, puis il se fait poursuivre par un fournisseur pour un coût de millions de dollars, là. Il n'y a pas. C'est qu'il soit imputable, non?
ben, tu vas poursuivre la ville directement. C'est plus intéressant que de poursuivre l'approvisionneur lui-même. L'approvisionnaire, bon, il va être congédié, certes, mais tu vas poursuivre la ville. C'est la ville quand même qui contracte, qui retient cet intermédiaire entre Ouais. les deux. Et donc, c'est déjà son employé. Et le dernier élément, c'est le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l'exercice de leur profession. Confidentiel, Ben, on a ok, mais je pense tellement Ben, d'informations secrets confidentielles, commerciaux. là. Des secrets commerciaux, beaucoup, quand même protégés par la loi d'accès à l'information, là, tu sais, tout ce qui est prix unitaire, tout ce qui est stratégie aussi de mise en marché. Des fois, il y a même des plans de conception, tu sais, de matériaux. Presque des secrets professionnels des fournisseurs, là. C'est remise, ça, certes. exact. OK. Mais donc, Donc, on est en train de dire qu'on n'est pas nécessairement. Non, C'est difficile Ouais. d'avoir un ordre professionnel, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre des bases de compétences jusqu'à un certain point. Comment qu'on le fait? Est-ce que chacune des organismes devrait le faire? Est-ce qu'on devrait avoir un organisme? Est-ce que l'AMP devrait gérer toutes les Au lieu professionnels d'être en silo, Alain, là. d'approvisionnement? Pourquoi pas? je ne Peut-être que connais l'AMP pas cette. pourra faire passer des tests. Exemple. Oui, sans être membre d'un ordre professionnel, effectivement, il y a rien qui empêche une entité X de faire passer les tests. Le Conseil du Trésor le fait déjà avec Parfait. les secrétaires d'unité de sélection. Alors, c'est un bel exemple. Non, puis Antoine, à moins que je me trompe, tous les autres professionnels ont un système d'audit ou de vérification de plainte du public ou quoi que ce soit. Donc, pour nous, là, je prends l'exemple d'Alain, l'AMP a un peu un mécanisme, je vais dire similaire, c'est peut-être gros ce que je dis, mais néanmoins, s'il y a une plainte par rapport à un dossier d'acquisition, ben, l'AMP peut venir enquêter sur le dossier puis émettre des recommandations, voire même des décisions. Là, mais La stabilité est auprès de l'organisme public. C'est l'organisme public qui est tenu responsable et non pas ses approvisionneurs. Effectivement. C'est depuis toujours. Ouais. Et là, c'est lui qui le fait. Ils utilisent des approvisionneurs pour faire ça. C'est des employés un peu parmi d'autres. Ouais. Et puis il ne semble pas qu'il y ait vraiment eu d'intention. Puis, si on reprend les critères, je comprends aussi pourquoi, en grande partie. À la base, on est très loin des architectes, des avocats, des gens qui exercent leur profession de manière tout à fait différente et qui peuvent l'exercer indépendamment puis qui rendent des services directement au public. Puis quand ils se trompent, ben, des gens en subissent directement les conséquences. Puis on Ouais. voit des actes qui leur sont vraiment réservés aussi. Oui, puis ton intervention, Antoine, m'amène sur le terrain que quand on bâtit un appel d'offres, c'est pas juste l'approvisionneur qui met sa plume au service de la municipalité ou de l'organisme public. Il y a aussi La le description des requérant. besoins, Exactement. tout à fait. C'est ça. Et donc, c'est comme une équipe finalement qui est imputable tu sais, du produit final. Donc, c'est probablement pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt à poursuivre une seule et même personne. C'est plus l'équipe finalement qui a échoué, tu sais, et non pas une personne. Là. Ben, on va souvent dire que c'est une responsabilité partagée. C'est sûr C'est ça. que on va quand même dire s'il arrive une boulette, là, ben, comment ça se fait, l'approvisionneur n'a pas Pas l'a attrapé, pas hein. vu, quoi que ce soit et tout ça, mais néanmoins, des fois, on reçoit un devis d'un requérant, ben, on n'est pas nécessairement apte à être capable de juger est-ce que vraiment il a limité le marché ou voire même est-ce qu'il a fait un appel d'offres dirigé. Là, on a beau lui dire, hey, faut pas que tu fasses ça, puis tu essaies d'ouvrir le plus le marché possible. Dans certains cas, c'est peut-être plus facile d'explorer le marché, mais dans d'autres cas, c'est peut-être plus difficile. On peut Puis là, s'en on a faire beau nous passer. dire pour documenter les dossiers et tout ça, oui, on essaie le plus possible, mais on a quand même des ressources limitées. Donc, toute l'analyse du marché et tout ça, ben, il y a des dossiers où on peut mettre plus de temps que d'autres. Mais avant qu'Antoine nous ramène sur Terre là, avec la question, moi, le bout que je trouvais intéressant avec l'ordre professionnel, c'était au niveau de la formation. Pourquoi la formation? C'est que dans beaucoup d'organismes, puis dans lesquels, bon, tu sais, j'ai travaillé ou quoi que ce soit, ben, je veux dire, l'organisation, quand elle arrive avec son budget de formation, puis des fois, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, c'est plus restreint, ben, on va former ceux qui ont une obligation de se former. Donc,
Les avocats, vous avez de la formation obligatoire là, sur un nombre de crédits sur un nombre d'années. Les comptables ont ça, les ingénieurs et tout ça. Et malheureusement, les approvisionneurs n'ayant pas cette obligation-là, ben, des fois, c'est plus facile, malheureusement, de couper dans le budget qui est là parce que le budget de formation va à des formations qui sont obligatoires dans le bon fonctionnement de l'organisation. Puis ça se justifie très bien. Je veux dire, si ton avocat est plus membre du barreau, ben, il y a des lacunes assez importantes dans ton organisation d'avoir un avocat qui n'est pas membre du barreau et tout ça. Donc, moi, ce que je trouvais intéressant de l'ordre professionnel, s'il y avait une obligation de formation, ben, c'est-à-dire, ben là, les approvisionneurs seraient ajoutés à cette obligation-là. Donc, les organisations n'auraient pas nécessairement, devraient offrir du budget nécessaire pour la formation qui pourrait être importante pour les approvisionneurs. Là. Donc, la formation suivie par. Être faite pour être mise dans les lois, tout simplement, dans la loi sur les municipalités ou la loi sur des. Ça pourrait être ça, dans effectivement. le CV, quelque part ailleurs dans la loi sur l'administration de la fonction publique. Chaque organisation doit former ses approvisionnants. Parlant de formation, là, présentement, on parle de loi. Là. Formation, loi. Mais je m'excuse, mais un bon approvisionneur, c'est un animateur d'équipe. C'est quelqu'un qui est capable d'amener les gens, d'amener les gens à voir à l'extérieur de leur bulle, à l'intérieur de leur carré. C'est quelqu'un qui est capable d'amener les gens à se creuser, à voir leurs besoins, parce que souvent, les gens, là, ils ont leurs besoins dans leur tête, mais ils ne sont pas capables de le mettre sur une feuille de papier. L'approvisionneur, là, il devrait être formé dans tous ces côtés-là. Animation, formation. C'est un psychologue jusqu'à un certain point de ce côté-là. Donc, il y a beaucoup de branches dans le rôle d'un approvisionneur qu'on ne pense pas de former dans tout ce qu'on fait. On lui montre des lois, on lui montre comment, tu sais, mais c'est rare qu'on va aller plus loin dans la gestion d'équipe, comment ça se fait, comment on peut travailler. Toute cette formation-là devrait être ajoutée aussi à la formation, pas juste la loi. La loi, c'est le Trésor s'en charge. Exact. Toute la recherche aussi qu'on doit faire pour comprendre c'est quoi le marché dans lequel on se trouve, aller chercher des comparables, tout le travail en amont, finalement, de lancer un appel d'offres qui n'a rien à voir avec le cadre normatif. Tu as tout à fait raison, Alain. Moi, quand j'ai écouté ta surprise. Hein? J'ai de l'air surprise? Que j'ai raison. Non, c'est correct. Ah! Ben non, tu as toujours raison. Je viens de gagner un point. Non, Patrick, moi, quand j'ai entendu ta question, rapidement, là, je suis devenue craintive quand tu avais nommé là, un ordre professionnel pour les enjeux de recrutement. Mais là, c'est peut-être une nervosité mal placée qui a émergé, mais c'est déjà difficile de recruter des ressources compétentes qualifiées. Si on rehaussait encore plus les exigences là, de recrutement parce qu'on chercherait des gens membres en règle d'un ordre professionnel, ben, je pense qu'on aurait de la misère à donner l'ensemble de ça serait le choix de ton organisation. C'est pas un poste, c'est pas réservé. Là, tu peux avoir des acheteurs qui n'ont pas l'ordre, mais qui sont capables de faire le travail. Là. Mais à partir du moment où il y a des actes réservés, on va manquer de monde pour faire ce qu'on a besoin de faire. T'sais. Mais peut-être aussi avoir un ordre des approvisionneurs va aussi avoir une infusion de gens qui vont vouloir embarquer là-dedans aussi, du monde qui vont dire OK, je m'en vais là-dedans. Là. Un ingénieur qui va dire non, je m'en vais en appro maintenant, je vais faire partie de l'ordre. Donc, il faut qu'il aille se reformer au complet parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas la formation de base d'un approvisionneur. Un ingénieur, c'est un ingénieur, c'est pas un approvisionneur. Donc, si on parle d'ordre professionnel, il faut que tu refasses ta formation au complet de A à Z pour pouvoir avoir ton diplôme d'approvisionneur avant d'aller passer ta certification de ton ordre. Parce que si tu es comptable, tu es ingénieur, tu as des examens à la fin à passer, tu as des études à faire, tu as des examens à passer. C'est là que je suis un peu d'accord avec Marie-Michel jusqu'à un certain point. On veut-tu vraiment aller jusque-là? Oui, si c'est pour on veut atteindre le sommet de la montagne, être PDG, il va falloir quelque chose comme ça. Ben, je ne suis pas nécessairement d'accord. Tu peux être au sommet de la montagne. M. Pellado, père, avait un secondaire 5, puis il est monté en haut du sommet de la montagne, puis il n'y avait pas de titre. Tu peux avoir monté au sommet de la montagne. Tu peux monter au sommet de la montagne en amenant des compétences, en formant les gens, en les amenant là, sans nécessairement avoir un ordre professionnel.
Et en fait, moi, ce que je voulais proposer ou ce dont je voulais discuter, c'était un livre, je trouve ça intéressant. Gabriel, tu as parlé tantôt d'un institut canadien qui faisait du mentorat. Je ne Ouais. connais pas cet institut précisément-là, mais c'est une avenue qui pourrait être intéressante pour le monde de l'approvisionnement. On le voit notamment avec les comptables, où on peut passer aux analystes financiers aussi, là, qui a la certification de CFA, de Certified Financial Analyst, qui pourrait y avoir quelque chose de semblable, où, c'est ça, avec les comptables, il y a toutes sortes des instituts, notamment sur des instituts sur l'évaluation d'entreprise, où tu peux aller, quiconque peut aller là. Ça peut être des avocats, il y a souvent d'ailleurs des avocats fiscalistes, des comptables, des CPA, des CMA, des CGA, possible. Des gens qui vont là à l'Institut d'évaluation d'entreprise, dans lequel on développe quoi? Les bonnes pratiques en évaluation d'entreprise. On forme les gens là-dedans, tu peux les suivre, te former, apprendre un paquet de choses, puis tu peux sortir de là avec la certification d'évaluateur d'entreprise agréé. Oui, Et ça donc, serait et très après ça, Ça comme pourrait être ça, une solution. c'est pas un titre, c'est pas un acte réservé, mais quand tu te présentes, puis quelqu'un veut se faire évaluer une entreprise, tu dis, d'ailleurs, moi, j'ai suivi la formation de ça et je connais ces règles-là. Puis il y a des bonnes pratiques d'évaluation d'entreprise, les gens vont s'y référer. Est-ce qu'elles sont obligatoires? Non. Est-ce qu'elles ont force de loi? Non. Ouais. Mais ça permet au moins un échange, puis des bonnes pratiques. Tout le monde vient apporter son grain de sel là-dedans. Tu peux suivre, là, tu peux faire de la formation continue, tu peux y aller à tous les ans, voir ce qui se passe un peu là. Ils s'organisent des colloques là-dedans. En approvisionnement, ça me semblerait une fort élégante solution. fait. Avoir un institut de l'approvisionnement, puis tu peux sortir de là, tu fais la formation qui va avec, et on sort le titre d'approvisionneur agréé. Et là, ben, c'est pas obligatoire, mais disons que dans un recrutement, tu risques ton CV risque de se retrouver sur le dessus de la pile si tu es un approvisionneur agréé. Assurément. Ce n'est pas Assurément. obligatoire, mais ça va certainement largement favoriser. Ça ne nuira pas, c'est sûr et certain. C'est ça, ça peut pas nuire. Puis ça peut être encouragé, même dans le processus de recrutement, tu précises, est-ce que c'est un atout que d'être approvisionneur agréé? Oui, puis Donc, ça il y a répond peut-être à, des atouts, là, aux besoins ça de répond à formation. l'enjeu qu'on a nommé tout à l'heure là, de formation continue, un Ouais. lieu pour la formation continue, un lieu pour former nos seniors. Alors, C'est la super mise en commun intéressant. des expériences municipales. Justement, là, il pourrait y avoir un beau transfert de connaissances entre municipal et, disons, provincial. Ouais. Organismes publics, organismes municipaux, voir qu'est-ce qui fait les meilleures pratiques dans l'un, dans l'autre, comment on peut les importer, les adapter dans un truc. Il y aurait beaucoup de Ça pensées en devient dehors de peut-être la un loi. milieu, ça devient peut-être un milieu d'échange aussi, jusqu'à un certain point, qu'on parlait tantôt de changer les bonnes choses qui se font dans différents domaines. Ben, l'Institut, justement, pourrait peut-être prendre tous ces domaines-là, puis d'amener ces formations-là, puis former des gens avec ce qui se fait mieux partout. Absolument. Depuis le début de Effectivement. l'épisode, Benedict, je vous entends, puis je vous entends le concept d'échanger de l'information entre secteurs, là. C'est ça la tendance depuis le début de l'épisode. J'entends de temps en temps qu'il faut arrêter d'être en silo et de partager nos connaissances et nos outils entre différents secteurs, que ce soit l'éducation, le secteur de la santé municipale. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on doit pousser, qu'on doit essayer d'avoir là, en 2025 et les années futures. Oui, ben, c'est Effectivement. d'ailleurs ce que l'apport collectif fait. C'est ce qu'on fait pour la Nation Supply Chain, effectivement. C'est quel Panéliste! titre, ça, Marie-Michel? Merci beaucoup. Merci, tu m'as eu là. C'est ça, t'as pas passé un com ou. Non. Non, Colin, ou en marketing, Je viens non? d'avoir le contrat pour le prochain épisode, Marie, t'es correct. Merci beaucoup, panélistes. C'était encore une fois des échanges étoffés et contenus utiles pour la Nation Supply Chain. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine l'apport collectif spécial du temps des fêtes. Je tiens à remercier chaleureusement mes panélistes pour leur présence et leur précieuse contribution aujourd'hui. Vous avez ajouté une belle dose de réflexion et un esprit festif à cet épisode. Merci également d'avoir joué le jeu avec vos magnifiques tenues. Vous avez définitivement apporté une touche magique à ce panel. Un grand merci également à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité depuis le début de cette aventure. Votre présence et votre soutien rendent ce balado possible et nous inspirent à continuer de créer du contenu et valoriser la profession d'approvisionneur. L'apport collectif prendra maintenant une pause bien méritée afin que tout le monde puisse recharger ses batteries. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour en février avec encore plus de sujets et discussions passionnantes. Marie-Michel, Alain, Gabriel, Antoine et n'oublions pas Maggie et Patricia.
Merci de votre participation et votre contribution à valoriser la profession. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes et reposez-vous. Et vous, Joyeuses fêtes à tous. et vous aussi, Joyeuses mesdames et fêtes. messieurs, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes rempli de joie et de beaux moments partagés avec vos proches. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye, panélistes. Bye.